euh, l'hegelien de droite que je suis a toujours grand plaisir à se retrouver chez les archéo-marxiens. Merci. Et le vieux bourgeois va donc parler une fois de plus du vieil Hegel dans ce lieu si sympathique qu'est la librairie Tropique. Je suis toujours très heureux de venir dans cette librairie et je remercie Dominique Massuet de m'avoir invité à nouveau ce soir. Eh bien, puisqu'il s'agit du concept, je voudrais vous proposer quelques réflexions sur le sujet suivant, vivre selon le concept aujourd'hui. On peut vivre selon le concept aujourd'hui parce que je crois que notre époque, même sans le savoir, et a fortiori sans le vouloir, je crois qu'elle hegelianise encore et qu'elle hegelianise pour une large part de sa propre pensée. On peut donc aujourd'hui encore vivre selon le concept tel que Hegel l'a défini. Mais je voudrais dire aussi qu'on le doit, puisqu'on rencontre dans notre temps aussi un souci, un malaise, ou disons une sorte de conscience malheureuse, dont le concept ou la raison, au sens hegelien concret de ce terme, une conscience malheureuse dont le concept ou la raison est précisément, chez Hegel, la négation, puisque la phénoménologie nous expose le passage de la conscience malheureuse à la raison comme le passage du négatif au positif, et du négatif plein, à savoir le négatif qui se nie lui-même, d'où le sentiment de malheur et de détresse, le passage donc du négatif, comme négation du négatif, à ce qui est le véritable positif. Et pour Hegel, l'interaction, la catégorie reine de notre époque, tout ce qui est interaction, action réciproque est valorisé. L'interaction se nie elle-même parce qu'elle ne peut jamais lier véritablement des termes qui restent foncièrement différents chez elle. L'interaction se nie, et pour Hegel c'est bien, elle se nie nécessairement dans la totalisation. La totalisation qui est définie dans la mesure où, parce elle aboutit à une totalité, et que celle-ci, la totalité, en tant qu'elle est vivante, se réfléchit nécessairement, mais se réfléchit puisqu'elle est la totalité, non pas en autre chose, mais en elle-même, et devient donc, de ce fait, présence à soi. Présence à soi, identification avec soi, c'est-à-dire liberté.
Le passage de la conscience malheureuse à la raison est donc une version du passage fondamental pour Hegel, le passage de la nécessité. Notwendig en allemand renvoie bien à Not, c'est-à-dire à la misère, le passage de la nécessité en sa misère à la liberté en laquelle seule peut se rencontrer la satisfaction ou le bonheur. Et toute la philosophie de Hegel est un hymne à la liberté. Nul n'a affirmé de façon aussi démonstrative, avec une telle nécessité, si j'ose dire, la liberté qui est l'absolu. Elle procède d'elle-même, elle ne peut pas procéder d'autre chose sans se nier, et elle reste toujours en elle-même, puisqu'elle ne peut pas se dépasser en autre chose. Donc, c'est une modalité, ce passage de la conscience malheureuse à la vie raisonnable, à la vie rationnelle, c'est une version du passage hegelien fondamental de la nécessité à la liberté qui n'est pas le simple accomplissement positif de la liberté, de la nécessité comme chez Spinoza, la liberté c'est la conscience de la nécessité. Non, le vrai passage signifie que la nécessité, en sa misère et en son insuffisance, se nie pour laisser s'affirmer en elle, en tant qu'elle est une expression inadéquate de la liberté, l'absolu hegelien, à savoir la liberté elle-même. Ce n'est pas la nécessité qui pose la liberté comme son aboutissement, dans son reflet d'elle-même, c'est la liberté qui présuppose. Mais présupposer, c'est poser, qui présuppose la nécessité. Marx disait qu'il fallait poser les présuppositions, mais chez Marx, en quelque sorte, la présupposition qui, en s'accomplissant, se pose elle-même, alors que chez Hegel, c'est la position qui, en se posant, et pour bien se poser, pose ses présuppositions. La liberté est première, et elle est dernière, et je voudrais montrer en quel sens la vie pleinement libre, c'est-à-dire la vie qui sait qu'elle est liberté et qui peut se vouloir d'autant mieux, la vie pleinement libre ou la vie selon le concept, la vie suivant le concept, c'est ce dont je voudrais parler. C'est elle qui se développe dans l'histoire, qui donne son sens à l'histoire, et cette-ci, l'histoire, c'est la liberté qui s'affirme vraiment elle-même comme liberté, et lorsque cette affirmation de la liberté, qui consiste dans le fait qu'elle se connaît et se sait telle qu'elle est, et qu'elle peut se réaliser, et qu'elle est déjà un peu réalisée, ce passage à la liberté, cette libération, est bien déjà commencé. Il est d'ailleurs toujours commencé parce que la liberté, c'est le moteur de l'affirmation première et dernière de l'homme. L'homme d'emblée se sent libre, se sent, enfin, relatif simplement à lui-même, se sent subsistant pour lui-même, d'où la puissance de cette affirmation de soi de la liberté, dont l'accomplissement consiste pour elle à poser toutes ses présuppositions, à poser tout ce qui apparaît d'abord comme ses conditions, car la liberté exige pour exister un certain nombre de conditions. On n'est pas libre
dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle condition, mais ces conditions, en vérité, ce sont ces déterminations à elles, la liberté, sous la forme, d'abord, selon laquelle elles apparaissent comme des présuppositions, avant d'être reprises par la liberté qui les repose comme son contenu final, mais dans leur sens vrai de détermination de la liberté. L'histoire, si vous voulez, repose toujours ce qu'elle a déjà posé, mais en la signification de plus en plus vraie de ce qui a été posé. La liberté est l'alpha et l'oméga, et c'est ce qui, à mes yeux, rend si grande l'intervention de Hegel dans la culture et dans l'histoire humaine. La fin de l'histoire, nous y sommes. Cette fin de l'histoire est, stricto sensu, la fin du processus par lequel la liberté qu'il apporte, en qualité d'essence de l'homme, prend conscience d'elle-même, de ses conditions objectives, de la totalité de ces conditions objectives, de la totalité des conditions objectives de la liberté qui s'affirme d'abord de façon très abstraite, mais fondamentale, qui ne doit jamais être mise en cause et jamais niée, sous la forme de la liberté subjective ou de ce qu'on a appelé la liberté formelle. Le thème de mon intervention sera que la liberté formelle n'est vraiment liberté qu'en s'objectivant dans une liberté réelle, c'est-à-dire en déployant la totalité de ses conditions objectives ou réelles, mais que, inversement, la libération effective ne peut jamais et ne doit jamais mettre en cause ce dont elle est la libération effective, c'est-à-dire la liberté s'affirmant d'abord formellement. Et je pense, je l'ai déjà dit, que l'erreur de Marx a été de croire qu'on pouvait suspendre, sans préjudice, sans danger, la liberté formelle pour mieux assurer d'autorité la liberté concrète de tous, mais la liberté n'est qu'à constamment s'affirmer. Et déjà, en son sens originel, est la moindre latence, la moindre mise en latence de la liberté formelle a des conséquences incalculables. Donc, toujours essayer, s'efforcer de traduire la liberté en libération effective. La liberté doit s'affirmer librement, elle n'est pas, parce que si elle est, elle subit son être et par conséquent ne procède pas d'elle-même. La liberté doit donc sans cesse être libération effective de soi, mais la libération doit constamment rester une affirmation en elle-même et à travers l'effort qu'elle consiste pour la réaliser, une affirmation de la liberté subjective ou de la liberté formelle. Alors, l'histoire est donc le processus par lequel la liberté qu'il apporte prend conscience d'elle-même, de la totalité de ses conditions de réalisation, et la fin de l'histoire survient quand la liberté, travaillant dans le monde, sait en quoi elle consiste fondamentalement, quelles sont ses conditions principale. Et lorsqu'elle a réalisé cette histoire pour l'essentiel, à titre exemplaire, que cet exemple puisse diffuser partout,
qu'elle a réalisé cette liberté essentielle. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire il n'y a plus rien à faire, je vais essayer de montrer le contraire, mais on peut dire que l'histoire envisagée comme la découverte et la réalisation essentielle de son principe, l'histoire est finie quand ce travail fondamental ou préalable, que Marx lui considérait comme la préhistoire, oui, mais quand ce travail fondamental a été assuré. Hegel considère qu'une fois que c'est fait, la réalisation à travers toutes ces difficultés ne cause plus vraiment problème parce que la liberté est l'absolu qui conduit les hommes et qui conduit le monde, la liberté, alpha et oméga de l'histoire des choses. L'optimisme hegelien est donc un optimisme total. Une fois que la liberté se connaît et qu'elle s'affirme, il y a beau y avoir des pauses, il y a beau y avoir des rechutes, la liberté les surmontera toujours, son affirmation prévaudra toujours. Et je crois que cette conception hegelienne de la liberté a été confirmée, vous allez dire que je rabâche, et c'est vrai, elle a été confirmée par l'autonégation de la négation non seulement marxiste, mais je crois aussi marxienne de la structuration sociopolitique de l'existence humaine dite vraie, définitive et même déjà présente dans le monde qu'avait exposé le texte hegelien des principes de la philosophie du droit. J'ajoute que la position de Marx est une position qui ne doit pas être simplifiée, qui est fort complexe. Il affirme la liberté aussi bien que l'égalité, Marx. Mais il a tendance, considérant qu'on peut prendre des libertés avec la liberté formelle pour réaliser la liberté réelle, dont la condition est l'égalité, de ce que Tocqueville appelait les conditions, l'égalité des existences humaines concrètes, de telle sorte que l'affirmation marxienne de la liberté est moins nette et moins absolue qu'elle ne l'est chez Hegel. Eh bien, je dirais que l'histoire me semble avoir confirmé la proposition hegelienne par rapport à la négation que Marx avait faite de celui dont il se disait quand même et dont il s'est toujours dit lui-même le disciple, le grand disciple. Marx, je l'ai dit et je le répète, d'emblée anti-hegelien, mais toujours hegelianisant et hegelianisant de qualité, ce qui m'amène à répéter une fois de plus que le Capital est un grand livre philosophique parce qu'il se tient à la hauteur où Hegel avait porté la philosophie. Le monde actuel, en ses éléments les plus avancés, me semble toujours hegelianisé, et je voudrais, même s'il se défend d'hegelianiser, et s'il n'aime pas beaucoup Hegel, il me semble hegelianisé, et on pourrait évoquer, mais je le ferai vraiment d'un mot rapidement, cette hegelianité maintenue
dans la vie intérieure et la vie extérieure des États. Les États les plus avancés de l'époque réalisent le modèle hegelien. Un État socialement libéral, libérant de lui le plus possible une vie sociale qui est à la fois un processus d'individualisation et de mondialisation croissante des individus et de leurs rapports. Libérer le plus possible de lui-même et de son autorité une vie socio-économique qui doit être régie par le principe d'abord de la libre initiative, les effets néfastes, inégalitaires de ce premier principe prioritaire devant être compensés et corrigés par le second principe, mais qui est vraiment secondaire et non pas primaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre en œuvre. Si, il faut le mettre en œuvre par le second principe qui est celui de la solidarité. Donc, un État, en ce sens, socialement ou socio-économiquement libéral, autoritairement fort, pas totalitaire bien sûr, puisque si la présence d'un chef de l'État, qu'on appelle le président aujourd'hui, qui fait agir l'État comme une unité, et lui donne donc sa force, ce principe est un principe essentiel qui doit être corrigé dans ses excès possibles par la participation des citoyens et de leurs associations. Hegel parlait des corporations et des communes. Le principe donc de la participation doit être mis en œuvre concurremment avec le principe de l'autorité du responsable de l'État. État autoritaire, mais suscitant la participation des citoyens dans leurs diverses associations. Et vous le savez, quand Hegel a été réhabilité après la guerre de 70 en France, en particulier par Jaurès, ça n'a pas été en considération de la part de Jaurès de la conception hegelienne de l'État proprement politique, mais en considération des thèses hegeliennes sur cette participation des citoyens, d'abord dans la vie sociale, mais aussi à moindre degré ou un degré un peu plus réglementé dans la vie politique, la participation donc des citoyens et de leurs associations à la communauté socio-politique. Alors, cet État hegelien me semble, ce modèle hegelien me semble réalisé, même si il y a des dénominations différentes, par les États les plus avancés de notre époque. Quant à la vie extérieure des États, Hegel, vous le savez, n'a jamais cru à la possibilité de l'existence, et en cela il s'inscrit dans la lignée kantienne d'un État supranational ou d'un État national supranational, d'une communauté politique coiffant les communautés réalisées effectivement et difficilement par l'histoire, à savoir les États-nations. Pour Hegel, comme pour Renan et pour d'autres, les réalités nationales sont des réalités définitives. Il faut que l'homme puisse vivre dans une communauté où il y ait suffisamment d'accords, je ne veux pas dire de communion, mais suffisamment de consensus, et qui soit également, en réunissant des citoyens et leurs groupes, qui soit une communauté, une collectivité assez forte pour pouvoir assurer la sécurité, d'abord la sécurité de tous, et permettre
par son caractère fondamentalement laïque, au sens général du terme, à chacun de pouvoir remplir ses objectifs essentiels à travers ses convictions fondamentales, quelle que soit la diversité de celle-ci. Cette communauté, pour Hegel, dans laquelle les hommes, même s'ils ne s'entendent pas absolument, même s'ils sont des adversaires, ce qui ne veut pas dire des ennemis, acceptent de vivre ensemble parce qu'ils considèrent que, somme toute, ils peuvent réaliser leurs objectifs divers essentiels. Hegel pense que ce lieu où tout est possible, c'est l'État-nation existant dans lequel tout est possible, même le développement de thèses antinationalistes. Même la critique de l'État est possible car elle doit l'être. Il faut qu'il y ait une communauté de ce genre où toutes les activités humaines, même les plus critiques à l'égard de cette communauté, peuvent se développer et que, alors, l'humanité puisse être relativement satisfaite. Il, bien sûr, comme Kant, il considère que les nations doivent nouer dans l'histoire les relations les plus positives possibles, mais il n'exclut pas pour autant, dans la période qu'il appelle la fin de l'histoire, laquelle sait ce qu'elle est et ce qu'elle doit vouloir fondamentalement, il n'exclut pas la possibilité de guerre. C'est une possibilité qui est toujours présente, même entre les États les plus hegeliens, les plus hegelianisés, c'est-à-dire les plus rationnels. Il ne le souhaite pas, mais il considère que c'est une possibilité, qui est une possibilité définitive, en l'impossibilité, d'ailleurs, dont il se réjouit, tout comme Kant, l'impossibilité d'États supranationaux, mondiaux, enfin un État mondial, voire même des États continentaux. Si l'Europe politique se constitue en un État-nation véritable, Hegel sera réfuté. Mais je crois qu'il est difficile d'envisager une quelconque réfutation d'un génie aussi puissant que Hegel, qui a anticipé ce que devait être l'État de l'avenir, puisque les États les plus avancés de notre époque sont des États, en fait, hegeliens. Dire cela, que le monde actuel est un monde hegelien. Et j'ajoute d'ailleurs, je viens de peut-être, que si Hegel n'a pas pu penser en sa réalité le monde actuel, s'il n'a pas pu prophétiser la survenue de problèmes que le politique doit traiter et qui ne sont pas des problèmes en leur contenu vraiment politique, ils sont politiques parce que seul le politique peut traiter de façon effective toute chose dans l'existence humaine. Si Hegel ne nous dit, n'a pas parlé des problèmes du retour du rapport de l'homme à la nature dans le rapport des hommes entre eux, que ce retour de la nature, acteur incommensurable par rapport aux acteurs humains, soit un retour provoqué par les hommes, hypothèse optimiste, et qu'on doit faire comme si elle était vraie. Il faut faire comme si on était responsable des
danger climatique. Mais ce retour de la nature dans l'histoire humaine, hypothèse pessimiste qu'on ne peut pas exclure, ce retour peut n'être pas uniquement dû à l'imprudence des hommes. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, avec lequel je n'avais pas de bon rapport d'ailleurs, Allègre, était bien un tenant de cette thèse de la possibilité pessimiste. Alors, bien sûr, ces problèmes, Hegel n'a pas pu les exposer, mais ce qu'il nous dit, non seulement ne nous empêche pas de comprendre et traiter ces problèmes, mais nous permet de le faire et, je crois, nous aide à le faire. C'est pourquoi, encore une fois, l'affirmation que pour l'essentiel, l'histoire est finie, c'est une affirmation qui me semble être une affirmation tout à fait plausible. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus rien, il se passera d'autant plus de choses que les grandes causes historiques ont disparu. Celles où il y allait du sens de l'histoire, du sens profond de l'histoire, qu'est-ce qui la meut, etc. Les grandes causes historiques qui se récapitulaient et qui se sont toujours récapitulées dans celle qui me paraît la plus essentielle, la cause de la liberté. Et je ne reviens pas là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je pense que l'égalisation, donc, je l'ai dit tout à l'heure, est une condition de la réalisation concrète de la liberté formelle. L'égalisation est donc libérante, en un certain sens. Mais je pense que ça n'est qu'une condition, alors que la liberté, c'est l'essence de l'homme, et je pense que la liberté est plus réellement et définitivement égalisante que l'égalisation n'est libérante. Voilà ce qu'est la fin de l'histoire, qui encore une fois présentera d'autant plus d'événements que ceux-ci ne seront pas enchaînés comme ponctuation de grandes causes libérantes, des événements qui sont beaucoup plus ponctuels. Et un événement ponctuel, c'est ce qu'on appelle un coup. La fin de l'histoire n'est plus peuplée de grands événements fondamentaux, mais de simples coups, de simples explosions qui sont une négation de l'histoire, et c'est pourquoi, me semble-t-il, la catégorie du terrorisme est une catégorie qui a une signification proprement historique. Le temps de la fin de l'histoire, c'est un temps qui est un temps ponctualisé et par là un temps qui est tout à fait préparé, si je puis dire, pour le surgissement à la place des événements de ces simples coups ou de ces explosions que l'on connaît. Par conséquent, la tâche des hommes pour pacifier le monde est une tâche qui est sans doute plus difficile que jamais, mais voyez, dans cette tâche, il s'agit au fond de maintenir le monde parvenu à sa vérité sociopolitique constitutive de la fin de l'histoire, pour préserver ce monde sociopolitique dont j'ai rappelé les grands traits il y a un instant, pour préserver ce monde sociopolitique de la négativité qui, insensée, ne correspondant plus du tout au sens de l'histoire,
mais qui est une possibilité fondamentale de l'humanité, parce que la liberté est l'essence de l'humanité, et que la liberté peut ne pas rester à la hauteur de ses exigences objectives, et elle peut se défaire, elle peut se détruire. Le monde de la fin de l'histoire est un monde qui, porté tout entier par la liberté, peut être menacé par une rechute de la liberté, et je me demande si ce n'est pas un peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement, où les acteurs essentiels de la libération de l'homme dans le cours de l'histoire, à savoir l'énergie des peuples et la lucidité des grands hommes, des grands individus de l'histoire, cette époque me semble présenter un caractère très négatif. Je me demande si ces grands individus de l'histoire et ces peuples véritablement énergiques, en l'énergie, si vous voulez, qui leur est essentielle, et qui exclut le populisme. Le populisme apparaît quand les peuples ne sont plus à la hauteur d'eux-mêmes. Je me demande si ces grands acteurs de l'histoire ne sont pas remplacés par les démagogues et par des comportements non plus populaires, mais populaciers. Voilà. Dire que l'histoire est finie, ce n'est pas dire qu'elle est devenue inactive et condamnée à la festivité. Je pense en particulier au titre du livre de Murray, qui est un beau livre, Après l'histoire. Après l'histoire, qu'est-ce que c'est? Après l'histoire, c'est la festivité. Outillé pour se gérer rationnellement partout, l'histoire fait face, en raison de la mondialisation qu'elle produit, à des problèmes plus compliqués et plus aigus qui empêchent la festivité de régner, comme il a été dit. Et c'est donc par un effort constant que l'histoire doit déjà maintenir, puis préciser, concrétiser de plus en plus son armement rationnel acquis. La raison, cette expression théorique de la liberté, ne se conserve que librement en se recréant sans relâche, et c'est pourquoi elle exige un effort absolument constant. Il lui faut également innover, car des problèmes nouveaux, je parlais tout à l'heure, car des problèmes nouveaux pressent l'humanité du fait notamment du retour que j'évoquais, du rapport de l'homme à la nature dans le rapport des hommes entre eux. Ces problèmes, ce n'est pas la peine que je les énumère, vous les connaissez, ce sont les problèmes qui préoccupent l'écologie, ce sont les problèmes qui préoccupent les savants, les biologistes, les médecins et l'humanité tout entière, le problème du transhumanisme. L'homme est capable, en recréant son monde, de le rendre inhumain. Il est capable, en voulant augmenter l'homme, de le supprimer en son humanité. La gestion, à travers la maintenance et l'innovation, la gestion par l'humanité, exploitant les acquis de son histoire universelle achevée quant à son sens fondamental, la gestion donc par cette humanité des problèmes qui viennent d'être évoqués peut, mais ne doit pas, devant leur intensification, faire remettre en cause
les acquis rationnels de cette histoire. Parce que les problèmes deviennent difficiles, sont plus difficiles que jamais, apparaissent même insolubles, je ne vois pas, pour l'instant, par exemple, moi, je ne vois pas de solution. Quelle solution positive, enfin, déterminée, j'entends. Je ne vois pas, pour l'instant, de solution au problème des migrations africaines, au problème démographique qui se concrétise par ses effets, par exemple, le problème des migrations africaines. Je ne suis pas de ceux qui disent, pour s'en laver les mains, eh bien voilà, on n'a qu'à aider les Africains à exploiter l'Afrique de façon à pouvoir continuer d'y vivre paisiblement. Je suis allé à Yamoussoukro, une fois il y avait un colloque international de philosophie, il y avait, nous étions 300 ou 400, moitié d'Africains, moitié des Européens, des Américains. Ma fille qui est médecin m'avait donné une petite trousse médicale en me disant, voilà, si tu as ça, tu prendras ça, si tu as ci, tu prendras ça. J'ai pas eu à me servir de cette trousse médicale pour moi. Mais, voyant se confirmer ce que j'avais compris autrefois, lorsque j'avais des étudiants africains qui venaient faire leurs études en France, qui supportaient l'hiver français, comme moi. Mais j'ai vu que les chaleurs excessives de l'Afrique, ils les supportaient pas mieux que moi. C'est à eux, entre autres, que j'ai fait profiter de cette trousse médicale. Ça montre que l'homme, quel qu'il soit, peut vivre partout. Que l'homme est chez lui partout, en s'adaptant bien sûr de façon diverse, mais que par conséquent les conditions de l'homme ne sont que des conditions, elles ne sont pas déterminantes. L'homme n'est déterminé au fond par rien d'autre que par lui, parce qu'il est autodétermination, c'est-à-dire liberté. Les conditions les plus dures, les conditions les plus excessives ne sont jamais des déterminations de l'homme, parce que il est toujours déjà à son fort intérieur liberté. Alors les problèmes sont sans doute de plus en plus difficiles du fait de la mondialisation. Ils sont de plus en plus aigus. Alors, on est tenté de se dire, ben voilà, si on n'arrive pas à les traiter, c'est qu'on n'a pas l'outillage, d'abord intellectuel, on n'a pas l'outillage scientifique, technique, etc., culturel, pour les régler. Il faut donc changer l'outillage. Il faut définir l'humanité par des outils nouveaux. Les conditions de la libération des hommes ne sont pas celles qu'on disait, ne sont pas celles que Hegel disait, les conditions extérieures. Il faut chercher autre chose. Mais ça ne doit pas être un prétexte, la difficulté accrue des problèmes, pour penser que la solution consiste dans remettre en cause tout cet acquis de l'histoire des hommes, à savoir quelles sont les conditions de la libération. Ce n'est pas donc un prétexte, ça ne doit pas être un prétexte à remettre en cause ces conditions. Il faut simplement, avec ces outils, s'engager plus intensément dans l'affrontement et
la maîtrise des problèmes, quoi qu'il en coûte, au lieu de croire qu'il suffira de changer les moyens pour pouvoir réaliser les fins. Vous savez, les moyens, c'est très important, mais les moyens, ça ne suffit pas. Il faut que soit maintenu le but et que l'énergie des hommes, surtout, n'hésite pas à se dépenser, même au-delà de ce qui lui semble possible, pour affronter et maîtriser les problèmes. Alors, pas de remise en cause des acquis rationnels de l'histoire telle qu'elle s'est développée, existence de l'État socio-économiquement d'abord libéral et ensuite solidaire ou providentiel, l'État politiquement fort et démocratique, et État engagé dans une collaboration de plus intense avec les autres, sans qu'on s'échine vainement, sans qu'on dépense son énergie à vouloir d'abord construire l'instrument qu'on croit adéquat, puisqu'il y a une mondialisation socio-économique. Comme c'est aux politiques de maîtriser toute chose, il faut que le politique soit lui-même mondialisé, ou tout au moins continentalisé. Je pense que l'énergie des hommes ne doit plus se dépenser dans cette modification des moyens, mais s'activer en utilisant cet outillage à régler les problèmes aussi difficiles qu'ils soient. Et surtout, dans cette période de la fin de l'histoire, les États-nations doivent sauvegarder leur principe fondamental de la liberté. Cette liberté, je leur dis, et après je n'en parlerai plus, originairement formelle ou subjective, mais s'accomplissant en un système objectif concret des libérations de tous les hommes. Liberté qui se fait donc, mais toujours librement, liberté réalisée concrètement, c'est-à-dire impliquant le souci de l'égalisation, c'est-à-dire liberté réalisée comme nécessité. Une telle autogestion rationnelle, continuée, de la fin de l'histoire, en son caractère à la fois conservateur et innovant, une telle autogestion rationnelle, continuée de la fin de l'histoire, est cependant remise en question aujourd'hui par une régression tentée de l'objectivation nécessitante de la liberté qui se déploie dans sa propre nécessité, donc une régression tentée de l'objectivation nécessitante de la liberté à la liberté subjective, se délivrant de cette nécessité sans voir que la liberté qui ne s'accomplit pas en nécessité cède la place nécessairement à une nécessité incapable de s'accomplir en liberté. Alors je voudrais analyser cette régression qui est l'inversion du mouvement hegelien qui fait passer de l'interaction, la liberté de la conscience de soi, etc., stoïcisme, scepticisme, conscience malheureuse, qui fait passer de l'interaction à la totalisation, c'est-à-dire à l'expression du concept, donc inversion de la progression hegelienne qui fonde l'interaction sur la totalisation, en un mouvement inverse qui consisterait à revenir de la totalisation à l'interaction, qui consisterait à revenir de la raison à la conscience malheureuse. Car
je le répète, je le rappelle, pour Hegel, la raison n'est ni la simple identification des différences. On a souvent défini la raison par la puissance identifiante, universalisante. La raison n'est pas la simple identification des différences, ni la simple différenciation de l'identité. La raison est l'identité des deux, à savoir de l'identification et de la différenciation. La raison est cette identité de l'identité et de la différence qu'on peut appeler la totalité. Identité de l'identité et de la différence, mais identité qui est une identité subjective, identique à soi, de la différence, de l'extériorité, de la réalité comme telle, et non pas une identité objective du sujet et de l'objet. Identité libre de la liberté et de la nécessité, et non pas identité nécessaire de l'identité et de la nécessité. Il s'agit donc pour, je crois pour un rationaliste à notre époque, il s'agit de faire effort pour qu'on ne régresse pas de la raison à la conscience malheureuse, qu'on ne régresse pas de la totalisation à l'interaction, qu'on ne régresse pas, si vous voulez, donc de l'affirmation que les hommes peuvent former de véritables communautés à l'affirmation que la vraie vie de l'homme consiste simplement dans l'intersubjectivité. Voyons en quoi consiste ce malaise ou cette conscience malheureuse aujourd'hui. Les exigences de la liberté objectivée à conserver ces exigences perdent leur nécessité pour les consciences s'habituant à la paix qu'elles assurent, ces exigences de l'objectivation de la liberté, à la paix qu'elles assurent généralement dans le monde actuel, en dépit de l'existence de conflits singularisés. D'où un certain désir des hommes actuels de retrouver, en se délivrant de ces exigences, de la nécessité de la liberté, de la nécessité que comporte la liberté, des déterminations nécessaires que la liberté exige. Eh bien, les hommes ont le désir de retrouver la jouissance en deçà de ces exigences objectives, le désir de retrouver la jouissance de la liberté subjective, originelle, de la liberté sans règle, de la liberté formelle. Ce désir est comme tel, en son impatience à se satisfaire. Le négatif de celui que Hegel avait analysé comme ce dont la satisfaction signifiait l'entrée dans l'existence rationnelle, mettant un terme à ce que lui désignait comme la conscience malheureuse, achèvement pour lui de la liberté et de la conscience de soi, c'est-à-dire de la liberté subjective originelle. La conscience malheureuse actuelle, ou le malaise, le mal-être dont se plaignent beaucoup de nos contemporains, c'est la négation
de la conscience malheureuse telle que Hegel l'a décrite. Une répétition de cette conscience malheureuse, mais, et ici je serai marxien un instant, répétition qui est la farce, la caricature de la première et non pas sa confirmation. Il y a un relâchement des exigences de l'histoire, un relâchement vis-à-vis des conditions, des conditions effectives de la libération des hommes la plus universelle qui soit. Le moteur en ses diverses formes, les moteurs de l'histoire, l'énergie qui porte l'histoire, cette énergie en ses diverses formes me semble aujourd'hui se relâcher. Je voudrais évoquer ces exigences qui consistait d'abord dans le couple célébré par Hegel, formé d'une part par l'énergie des peuples et d'autre part par l'héroïsme des grands individus de l'histoire. L'énergie des peuples devient parfois sa propre caricature, dans la mesure où les peuples peuvent être manipulés. Le populisme des populaces a remplacé, voyez, l'affirmation de soi originelle et authentique des peuples. L'héroïsme des grands individus historiques a été supprimé par l'aventurisme de démagogues affairistes. L'histoire présente commence à présenter de telles caricatures. On veut jouir de la liberté subjective et la réaliser sans la supprimer, comme ce fut le cas dans sa réalisation ou objectivation marxiste, et on s'inspire de cet événement historique dans une intention fort négative et tout à fait condamnable. On veut jouir de la liberté subjective en dehors de tout souci de l'objectivation égalisante de cette liberté. On veut jouir de la liberté subjective en croyant obtenir une réalisation, une objectivation, mais qui est une pseudo-réalisation et une pseudo-objectivation dans l'intersubjectivité. On dénonce tout ce qui est totalité ou totalisation, la famille, la classe, la nation, pour remplacer la totalité ou la communauté, sinon la communion, pour la remplacer par l'interaction. On régresse du concept à ce que Hegel appelle l'essence. L'essence qui est l'identification dans ce qu'on appelle précisément une essence
de la diversité constitutive de l'être, mais une identification qui, puisqu'elle est la première négation de la différence, est encore l'œuvre de la différence, et parce qu'elle est l'œuvre de celle-ci, n'est pas une véritable identification, c'est-à-dire une véritable liaison des hommes. On veut donc remplacer la totalisation par l'interaction. On dénonce la totalisation qu'on remplace par cette interaction. Et voilà, on fait l'éloge de la société dans ce qu'elle a de moins unifié et de moins unifiant, et qu'on appelle le sociétal. Cette atomisation du social dans le sociétal a été, lorsqu'on a commencé à parler de ce phénomène et faire l'examen critique, a été l'objet de très grandes réticences de la part des acteurs de l'identification sociale plus poussée, qu'étaient par exemple les grands responsables syndicalistes. Le sociétal, bon, à la place du social, et a fortiori du national, puisque là l'identification et la totalisation est poussée beaucoup plus loin, et donc elle est donc beaucoup plus nocive aux yeux de cette mentalité. La gouvernance, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, beaucoup plus molle, doit se substituer au gouvernement. L'institutionnel, en tant qu'il comporte toujours des règles, doit céder la place au participatif. Donc le national est mal vu, le social est mal vu, place donc au sociétalisme, à l'intersubjectif, et on a cru que la véritable objectivation du sujet, la véritable déprise de soi du sujet dans son isolement, son égoïsme, c'était l'intersubjectif, et que par conséquent le sociétalisme pouvait diffuser à tous les échelons de la vie intranationale, infranationale, nationale ou internationale, où il est déjà un petit peu, il est toujours resté quand même présent, puisque la communauté des nations n'a jamais été qu'une société des nations. L'ONU n'a guère remplacé la SDN. Voilà un des aspects de la négativité présente, du malaise dont on veut sortir, remplacer donc le concept par l'essence. Car l'essence, première identification de la diversité constitutive de l'être, est toujours le produit de cet être. La première négation est toujours la dernière affirmation du pouvoir, du facteur qui l'accomplit. Et l'essence donc maintient donc ce que le concept réalise, ce que le concept unifie véritablement, c'est-à-dire la subjectivité et l'objectivité, la liberté et la nécessité. D'où le culte de cette catégorie de l'essence et la critique du concept qu'on présente comme l'agent totalitaire par excellence. On fait donc du citoyen un adjectif du seul substantif qui est le sujet non véritablement substantiel
ou l'homme comme tel. L'homme comme tel peut et doit être aussi citoyen, mais on considère que la citoyenneté ne doit s'énoncer que comme un adjectif et non pas comme un substantif. Le véritable sujet, c'est l'homme. Le politique et la politique n'est qu'une des activités, des situations de l'homme. On ne doit plus parler de l'homme et du citoyen. On ne doit plus affirmer l'égalité, enfin, de l'homme et du citoyen. Il faut au contraire maintenir comme seul substantif l'homme et dégrader le citoyen en un simple objectif. L'homme a toutes ses activités comme de simples qualités. Ce n'est pas l'homme sans qualité, c'est l'homme qui a toutes les qualités, qui est l'ensemble de ses qualités, mais il naît aussi en sa non-substantialité devenue que cela. C'est notre époque. L'homme, en son abstraction, est posé comme le sujet de toutes ces déterminations qui l'objectivaient, et c'est bien le sens du désir trop répandu à notre époque de retour de la liberté objectivée à la liberté simplement subjective, où l'homme en tant qu'individu est autosuffisant puisqu'il n'a pas rapport aux autres, mais qui n'a rapport qu'à lui-même dans cette conscience de soi réelle, originelle, qui le définit et à laquelle on voudrait en rester. Or, s'il n'y a pas, je le redis, de libération, sans affirmer que ce qui est libéré est d'emblée libre, et que la libération comme accomplissement de la liberté ne doit jamais traiter comme un être non libre, c'est-à-dire en l'opprimant pour son bien, celui qu'elle veut libérer complètement, de même qu'il n'y a pas de liberté qui ne s'affirme elle-même, c'est-à-dire se vérifie comme liberté, puisqu'alors elle procède d'elle-même au lieu de contenter d'être ce qu'elle est, un être qu'elle subirait. De même, il n'y a pas de liberté accomplie sans qu'elle ne s'affirme elle-même, qu'elle ne se libère d'elle-même comme simple liberté pour s'affirmer comme liberté réelle. Et ça comporte aussi, en particulier, le souci de l'égalisation comme liberté réelle. Pas de libération sans liberté. La liberté doit se produire, mais elle est d'emblée existante. Et pas de liberté sans libération. La liberté est d'emblée présente, puisqu'elle procède d'elle-même. Pas de liberté, donc, sans libération, parce que la liberté, comme auto-activité, doit se faire elle-même. Elle est en tant qu'elle est à se faire, elle se fait en tant qu'elle est. Par conséquent, l'homme est à traiter toujours comme d'emblée libre, et c'est vrai dans la pédagogie, et en même temps, cet être libre doit toujours être libéré. Ça veut dire qu'il faut que lui-même se libère sous l'incitation de l'éducateur. Il doit toujours se libérer lui-même, qui est déjà foncièrement libre. La liberté comme auto-activité ne procède de rien d'autre que d'elle-même. Elle est toujours déjà là. Mais en tant que cette auto-activité est précisément activité, elle n'est qu'à se faire elle-même. Il faut traiter l'autre toujours comme étant d'emblée libre et se traiter soi-même
comme ayant aussi toujours à se libérer. Traiter soi-même et les autres comme d'emblée libres, donc à respecter absolument. Tout être qui a visage humain doit être respecté absolument. Et tout être qui a visage humain, parce qu'il est humain et pas un simple être ou une chose, doit être l'auto-libération de lui-même sur l'incitation, parce que auto-se libérer, ça exige un effort, sur l'incitation du maître qui doit le traiter lui-même comme libre et qui contribue lui-même à se libérer en traitant les autres comme libres. C'est une grande parole de Hegel. Être libre, c'est libérer les autres. On n'est pas libre sans liberté. La liberté n'existe qu'à se libérer elle-même, qu'à s'affirmer elle-même partout, chez les autres, comme soi-même. C'est de cela qu'on veut se libérer. C'est de cette exigence qu'on veut se libérer. Mais cette nouvelle conscience heureuse, jouir de l'existence telle qu'elle est, immédiatement. Bon. Cette nouvelle conscience heureuse n'est possible comme durable que dans la paix ou dans le calme du contexte interhumain. Ce calme qui est tellement assuré par l'État-nation qui répond à sa véritable destination. Cet État-nation où se récapitulent toutes les formes de l'objectivation institutionnelle de la liberté, que ce calme donc semble aller de soi. Vous voyez, c'est tellement réussi, l'État-nation tel qu'il doit être, a tellement réussi qu'on ne sent plus sa présence et qu'il semble devenu inutile. Il y a un optimisme au fond de tout anarchisme, car c'est l'anarchisme dont je souligne ici la limitation. Il n'empêche que j'affirme aussi que l'anarchisme doit être présent toujours comme un piment. Vous voyez, c'est le recommencement, hein, l'anarchisme. C'est la revitalisation, c'est le sursaut. Mais si l'anarchisme est un ingrédient de toute pratique vraie de la liberté, l'anarchisme ne doit pas s'absolutiser et considérer que la liberté, telle qu'elle est nativement, est telle qu'elle peut s'exalter dans les relations intersubjectives, spontanées, que cette liberté, telle qu'elle est, ne peut pas maîtriser la nécessité, et que la maîtrise de la nécessité dans laquelle l'homme vit ne peut s'opérer que si la liberté qu'est l'homme et dans l'homme se fait elle-même nécessité, s'insère dans la nécessité, et se fait le facteur le plus puissant de la nécessité, la cause la plus puissante de la nécessité, parce que cette cause, c'est la liberté, et l'énergie de la liberté qui, comme raison, motivation de l'action, peut coiffer et maîtriser toutes les causes qu'elle utilise et qu'elle trouve à sa disposition. La liberté vraie est la totalisation par elle-même qui unifie l'ensemble de la causalité et peut donc l'orienter, lui donner un sens, à savoir la pleine réalisation d'elle-même.
Il y a donc une nécessité empirique des institutions de la liberté. C'est l'institution, et déjà celle de l'association, celle des associations qui créent les conditions objectives de leur exercice vivant. Il n'y a pas de contrat juste et fort sans des lois qui le régissent. Entendez-moi bien, j'aime moi aussi le sociétal, j'aime l'associatif, j'aime la fête des voisins, j'adore l'intersubjectivité. Et il faut maintenir les conditions de son exercice. Mais l'intersubjectif, par lui seul et par lui-même, ne peut pas réaliser et garantir le contexte pacifique dans lequel il pourra s'exercer, et ce contexte pacifique, à notre époque, jusqu'à preuve du contraire, seul peut le réaliser l'État-nation. Par conséquent, vive l'intersubjectif, oui, mais pas d'absolutisation de lui-même. Vive la liberté formelle, bien sûr, mais encore une fois, la liberté qui ne veut pas se lier les mains, se faire nécessiter, qui veut ne pas tremper le moins du monde dans l'univers de la nécessité, qui s'exclut de la nécessité le plus possible, rencontre toujours cette nécessité, mais alors comme une nécessité hostile, comme un destin, et par conséquent finit par succomber devant lui. La liberté doit s'objectiver, l'intersubjectivité doit consentir à se déployer, à se développer dans un contexte qui dépasse l'intersubjectif et qui a l'objectivité de la communauté dans laquelle toutes les autres, même celles qui la combattent, peuvent se développer, et qui est la communauté socio-politique objective. Je ne considère pas que la nation est de loin, je ne considère pas du tout qu'elle est la valeur suprême. Les valeurs essentielles sont supranationales, sont suprapolitiques. Je ne suis donc en rien nationaliste. Je combats le nationalisme. La nation ne doit pas être absolutisée. Enfin, la nation constituée en État, rationalisée, pas abandonnée à une spontanéité léguée par l'histoire et qui doit au contraire être de plus en plus capable de se maîtriser par les leçons mêmes de l'histoire. Mais l'État-nation, jusqu'à maintenant, me semble le seul lieu où, en sécurité, peuvent se développer toutes les activités de l'homme, que l'État, restant dans son ordre et dans son domaine, doit non seulement respecter, mais favoriser le plus possible, dans la mesure où elles ne peuvent pas mettre en cause l'unité nationale, cette unité de l'État-nation qui est donc le socle sur lequel les hommes peuvent réaliser leur liberté qui est toujours singularisée, même en critiquant l'État-nation. C'est seulement dans l'État-nation
dans l'État-nation en tant que serviteur de la liberté dont il est l'objectivation, qui rend possible, entre autres, la critique de lui-même et la dénonciation du nationalisme. Voilà pourquoi je pense que la vitalité du sociétal elle-même exige, parce qu'il ne peut se développer que dans un climat pacifique, elle exige le maintien de la paix qui, jusqu'à maintenant, ne peut être assuré que par la communauté disposant d'une force suffisante qui consiste non seulement dans ses outils objectifs, mais dans l'assentiment, le consentement et l'adhésion de ces sujets, des membres de cette communauté. C'est jusqu'à maintenant, me semble-t-il, cette communauté qui rend possible le développement de toutes les autres formes de liens entre les hommes et en particulier du lien sociétal. Bref, l'exercice de la liberté subjective et intersubjective ne me semble assuré que dans le cadre de la liberté objectivée, de même que la libération objective n'est vivifiante que dans le respect de la liberté formelle. Je leur dis, pas de liberté sans libération et pas de libération sans liberté. Alors, on pourrait appliquer tout ceci à d'autres problèmes. J'en avais évoqué en particulier une dernière fois, une fois précédente, ici, le problème du rapport que je n'ai fait qu'évoquer rapidement aujourd'hui entre l'égalité et la liberté. Je me contenterai de dire que les révolutionnaires français m'avaient semblé, en 1789, avoir eu bien raison de, affirmant le lien nécessaire, la liaison nécessaire, dont, c'est vrai, la négation est le crime contre la démocratie, à savoir la liaison entre la liberté et l'égalité. Mais, vous le savez maintenant, je ne suis un partisan de l'absolutisation de l'interaction nulle part, dans aucun ordre. Et je considère l'interaction comme la démarche, l'affirmation de l'interaction comme l'affirmation la plus paresseuse qui soit. C'est trop facile. A agit sur B, B agit sur A. Et même Althusser, le vieil ami Althusser, a essayé de la sauver, l'interaction, par cette trouvaille extraordinaire, l'interaction à dominante. Il y a un élément qui est plus cause de l'autre que celui-ci. On peut se demander comment s'il y a vraiment altérité des deux éléments, l'un plus fort que l'autre, mais différent de l'autre, s'il est vraiment différent de l'autre, peut agir sur lui parce qu'il n'y a pas d'action sans une acceptation, une collaboration ou une participation, même limitée possible, de ce sur quoi l'action porte. L'interaction à dominante ne résout pas le problème de l'interaction A sur B, B sur A, mais lequel commence? Et
si l'un attend que l'autre commence pour commencer, aucun ne commencera jamais. L'interaction ne peut pas procéder d'elle-même. Il faut qu'il y ait un élément qui soit l'unité en lui-même, l'unité de lui-même et de l'autre. C'est ce que j'avais essayé de dire dans un texte que vous avez bien voulu publier et diffuser. Le schéma porteur, c'est A, porteur de l'unité de lui-même et de B, et j'ai essayé de montrer que ce schéma rationnel qui dépasse l'interaction était, bien que Marx ait parfois usé d'un langage interactif, il était le principe non seulement de Hegel, mais de Marx lui-même, simplement avec un contenu différent, mis dans les deux éléments. L'élément qui assure l'unité est chez Hegel tout à fait différent de celui qu'il est chez Marx, puisque chez Hegel, A est porteur de sa relation antinomique à B, alors que chez Marx, c'est B qui est porteur de sa relation antinomique à A et B signifiant respectivement l'identité et la différence, l'unité et la multiplicité. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus. J'ai toujours considéré, donc, pour revenir à ma parenthèse finale, que les révolutionnaires français, en 1789, avaient eu raison, en dépit de son désavantage alphabétique, de mettre la liberté avant l'égalité, qui alphabétiquement aurait dû être la première, de mettre la liberté avant l'égalité, et ce faisant, distinguant la liberté de l'égalité, montrer qu'ils entendaient par liberté la liberté en tant qu'elle n'est pas le souci de l'égalité, c'est-à-dire la liberté en tant qu'elle ne s'est pas concrétisée ou accomplie, puisque celle-ci, elle contient en soi l'égalité, ou l'égalisation. Toujours visée et jamais réalisée. Et donc, qu'on ne doit pas tenter de réaliser à tout prix parce qu'on n'y arrive pas. Vous savez ce que c'est qu'être libre, ou ne pas être libre, parce que la liberté est en chacun. Elle vous pousse, vous savez très bien quand vous êtes libre et quand vous ne l'êtes pas. Mais l'égalité, l'égalisation des conditions, étant donné la contingence des facteurs naturels, des facteurs culturels, comment pouvez-vous définir en sa concrété nécessaire l'égalité, être sûr qu'elle est effective? C'est une tâche impossible. Eh bien, les révolutionnaires français, ces grands hommes, ont eu raison de classer en premier la liberté, parce que chacun la sent, peut l'affirmer en lui-même. Objectif, donc réalisable, si vous voulez, définissable déjà. Et l'égalité distinguée de la liberté en second, qui fait que ce qu'ils entendaient par liberté qu'ils classaient premier, c'était pas la liberté objectivée qui inclut, sinon l'égalité, du moins une tentative poursuivie d'égalisation, mais la liberté en son originarité première, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la liberté formelle ou le libre arbitre. Cette liberté classée première avant l'égalité distinguée d'elle et classée second, cette égalité qui, comme objectif visé, terme d'une égalisation allant à l'infini, est constitutive de la liberté réelle, cette liberté, c'était la liberté subjective, qui, parce qu'elle est, enfin, l'exigence première,
ne doit jamais, mais jamais, être mise en latence, même sous prétexte de réaliser l'objectivation comportant égalisation de l'objectivation de la liberté. C'est une très grande chose qu'ils ont fait, et la devise française me semble donc, en son contenu et en son ordre, d'une vérité absolue. Je termine par cette exaltation des grands hommes de 1789. Voilà, j'ai été trop long.